Les temples en Chine sont nombreux, mais celui-ci a la particularité d'avoir été l'une des plus importantes lamasseries au XVIIe siècle. 3 groupes de construction reliés par un chemin de pierre s'étagent à flanc de collines, dans une épaisse forêt de pins, face à un beau panorama de la vallée. Dédié au dieu de la montagne et seigneur des monts Yulong, il est aussi célèbre pour son joli camélia aux fleurs rouges, 5 fois centenaire. Il s'agit en fait de 2 arbres enlacés, rendus célèbres par ce moine pour l'avoir sauvé des gardes rouges pendant la révolution culturelle. Siège du pouvoir Naxi avant l'invasion mongole, ce village, aux murs entorchis, posé sur des soutènements en pierre, abritait autrefois 12 temples. Il n'en reste aujourd'hui plus qu'un, celui aux tuiles vernissées. Singulièrement détérioré pendant la révolution culturelle, il fut orné d'une suite de peintures murales exceptionnelles dont il est interdit de filmer. La salle que nous visitons, avec ses portes et fenêtres finement décorées et sculptées, abrite un petit musée sur la province du Yunnan, avec des souvenirs photographiques de Joseph Rock, célèbre botaniste américain d'origine autrichienne, qui poursuivit ses recherches au Yunnan de 1922 à 1949. Choisi au Xe siècle par le peuple Naxi pour être leur capitale, il ne reste de ce village, malheureusement presque plus rien, de la splendeur d'antan. Après notre visite au temple, nous continuons notre promenade dans ces ruelles étroites, à la découverte de lieux et scènes insolites. Très tôt, nous quittons Lijiang en direction du nord pour rejoindre à 198 km Zhongjiang, plus connu sous le nom de Shangri-La, un nom en vogue après la Seconde Guerre mondiale, provenant du roman de James Hilton, L'horizon perdu. Nous venons de parcourir 70 km lorsque nous apercevons à Shigu le premier coude du fleuve Yangtze-Kiang, autrefois appelé le fleuve bleu. Longeant ses bords de couleur vert jade, nous nous trouvons à présent à 95 km de Lijiang, dans les gorges du Saut du Tigre, qui offre une des attractions les plus époustouflantes de la nature. En effet, l'écart entre le fleuve à 1600 mètres et les plus hauts sommets à 5005 est de 3900 mètres. Un spectacle grandiose, à vous couper le souffle. Pour rejoindre le goulet au fond de la gorge, les plus fragiles ont à leur disposition des chaises à porteurs. Nous comptons sur nos capacités physiques pour effectuer l'aller et le retour sans trop de difficultés. Le nom de Saut de Tigre provient d'une légende racontant que c'est à cet endroit précis qu'en voulant échapper à un chasseur, un tigre a sauté de l'autre côté du fleuve d'un bond prodigieux. Durant la remontée des gorges, Alain, tête de cordée pour l'occasion, impose un tel train d'enfer que même notre guide tibétain a du mal à suivre.
Nous sommes à 3200 mètres d'altitude et roulons vers Shangri-La, dans une région de vastes pâturages et de montagnes, sur un plateau herbeux, brûlé par les dernières neiges. La région de Zhongyan faisait partie du Tibet avant son annexion par la Chine en 1951. Depuis, la ville qui a été rebaptisée Shangri-La pour des raisons touristiques a subi un développement intense et laid, mais les alentours regorgent de charme. Nous commençons par une visite de la ville dotée d'une ambiance typiquement tibétaine avec ses marchés animés, sa viande de yak séchée suspendue aux entrées des boutiques et le look bien particulier de ses habitants. Les Tibétains sont évidemment les plus nombreux à occuper cette région, en compagnie d'une douzaine d'autres minorités ethniques, telles que les Lisu, Naxi et Yi, mais aussi les Chinois Han, de plus en plus nombreux. Artisans fermiers et ouvriers composent la majorité de la mosaïque sociale de la ville. Une poignée d'hommes, des Han probablement, observent dubitatifs un groupe de femmes tibétaines employées à des travaux de terrassement en plein centre-ville. Les Chinois ont, semble-t-il, compris depuis fort longtemps les vertus de l'égalité des sexes. Le parc du lac Bitaï, avec ses vastes étendues de conifères et de lacs de haute altitude, est situé dans une immense réserve naturelle de 1418 hectares à plus de 3700 mètres d'altitude. Malgré la douceur printanière, les nuits sont glaciales et la neige résiste. Autour du lac, les arbres aux feuillages tendres et gracieux, mêlés aux nombreux bosquets d'azalées, constituent un paysage haut en couleurs. Avec, en toile de fond, les sommets enneigés des montagnes, ce village apathique, flanqué en plein cœur d'une forêt de pins, semble hors du temps. Plus au sud, proche du bourg de Baidi, considéré comme le berceau de la tradition Dongba, c'est ici, parmi les chevaux et les lavandières, que débute notre ascension. Durant cette longue marche, chaleur et altitude contribuent à augmenter le rythme cardiaque et notre respiration s'accélère. Plus que 400 mètres. Nos efforts sont enfin récompensés, car nous voici arrivés sur les terrasses Baishutai, qui couvrent une superficie de 3000 m² sur un versant de montagne à 2380 mètres d'altitude. Ces formations karstiques ont été creusées sous l'action de l'acide carbonique contenu dans l'eau d'une source, formant ainsi une superbe kyrielle de cuvettes remplies d'eau, miroitant au soleil. Dans le nord du comté de Zhongyan, la lamasserie Songzhanglin, sur le flanc de la montagne Phoping, est composée de bâtisses à toit plat, ressemblant à un village d'une architecture unique. Ayant abrité autrefois plus de 3000 moines, elle n'en compte aujourd'hui plus que 800. Construites pour résister au froid, ces maisons tibétaines, proches de la lamasserie, sont massives et robustes. Malgré cet aspect de forteresse, l'harmonie et la douceur se retrouvent dans les contours en bois des fenêtres sculptées